Du contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA. On reçoit aujourd'hui une invitée qu'on connaît plutôt bien au sein de l'association, maître Myriam Morissette, associée et avocate chez TCJ, Terrien Couture Jolicoeur. Bonjour Myriam et bienvenue. Bonjour Ahmed, merci de l'invitation. Alors on va revenir sur la dernière thématique abordée lors du dernier congrès du RQRA, une conférence qui abordait notamment les soins à domicile à travers une réflexion fondée sur des enquêtes et un rapport récent. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à explorer ce sujet sous cet angle ? Comme plusieurs sont déjà informés, en fait, ça fait plusieurs années que j'accompagne le milieu des résidences pour aînés. Au fil du temps, on s'aperçoit effectivement que la complexité de la coordination avec le réseau de la santé par rapport aux soins à domicile, c'est un enjeu qui est important. Puis ensuite, j'ai eu le bénéfice de participer à plusieurs missions avec le RQRA et de voir comment les soins à domicile sont dispensés à travers le monde. Donc, ma réflexion se voulait autant un constat des soins à domicile au Québec, mais également comment on peut faire mieux comme société sans nécessairement engager un budget excédentaire que nous n'aurions pas dans le domaine de la santé. Alors, dans la première partie de ta présentation, tu as analysé un cas réel qui a mené donc à une enquête publique. Quelles sont, selon toi, les principales failles, disons, systémiques mises en lumière justement par l'exemple que tu as abordé ? En fait, c'était la situation en fait du décès de Monsieur Gilles Gawet en décembre 2022. Ce que c'était principalement, en fait, les éléments qui ressortaient de cette enquête-là, c'était les failles au niveau de la communication, au niveau également de la communication entre le réseau de la santé et la RPA. Donc, quelles sont les informations qu'on donne au RPA lorsqu'on accueille les résidents? Si le résident est déjà pris en charge par le soutien à domicile, les RPA sont pas nécessairement informés de ce soutien-là déjà de la part du réseau de la santé. Et ensuite, lorsque la situation se complexifie, soit au niveau de l'état de santé, soit au niveau santé mentale ou une complexité au niveau de la situation personnelle de la personne. Dans ce cas-ci, Monsieur Gawet avait différentes problématiques de santé, mais également avait des problèmes de consommation, d'alcool et de médicaments. Et on se retrouve avec une situation un peu plus complexe qu'à l'habitude. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans son parcours de soutien à domicile, les cas plus complexes, on a la difficulté à gérer les cas simples. Donc, on se retrouve avec des cas plus complexes avec une personne qui est hautement vulnérable. Le réseau n'est pas en mesure de prendre en charge ces personnes-là. Il y a également des changements au niveau des intervenants. Et dans le cas de M. Gawet, il y a eu un déplacement de Val-d'Or vers Sainte-Terre et le dossier du soutien à domicile devait recommencer complètement à zéro. OK, donc ça n'a pas suivi. Il n'y a eu aucun suivi de ce côté-là et on devait recommencer les mêmes évaluations alors qu'on se veut un système accessible à la grandeur de la province puis d'une facilité d'accès. Bien là, on se retrouve avec une réévaluation d'un cas qui est déjà très à l'étude par différents intervenants du réseau de la santé. Donc, c'est un peu un échec aussi au niveau de la performance, puisque ce monsieur-là aurait pu être beaucoup plus rapidement pris en charge par les bonnes personnes avec des bonnes interventions. Puis au niveau du soutien à domicile aussi, c'est que le réseau ne s'est pas nécessairement retourné vers des prestataires qui auraient peut-être eu des compétences complémentaires, notamment au niveau du soutien à domicile. C'est un monsieur qui vit aussi de l'instabilité résidentielle, au niveau de l'itinérance. Donc, le réseau a voulu dispenser l'entièreté des services sans nécessairement avoir les compétences avec ces clientèles-là qui sont un peu plus problématiques et où les interventions sont différentes. Donc, le rapport du coroner conclut effectivement qu'on doit revoir la façon dont on collabore entre les prestataires, pas juste le réseau, mais vraiment entre les prestataires communautaires. L'ensemble des parties prenantes, pour s'assurer que les interventions soient les plus pertinentes auprès de la personne, les plus efficientes et qu'on dispense les bons soins pour répondre aux besoins de la personne. Et que les informations entre les différents acteurs
transite comme il se doit. Tout à fait. Très bien. Et quelles leçons est-ce qu'on peut, ou plutôt est-ce qu'on doit tirer de ce type de trajectoire pour améliorer justement la coordination des soins et la gestion des cas un peu plus complexes, voire problématiques? Dans ce cas-ci, effectivement, je pense qu'on doit revoir le rôle du réseau de la santé. Le réseau se doit être la porte d'entrée au niveau de l'évaluation. Au niveau également de la détermination des besoins et de l'intensité, je pense que c'est le rôle premier du gouvernement. Par la suite, on doit établir vraiment les rôles de partenariat et s'assurer qu'en aucun moment dans la prestation, dans le continuum, ça ne doit pas être comme des pointillés au niveau de la trajectoire dans le service à domicile. Ça doit être vraiment sur un continuum. Et dans ce cas-ci, on voit effectivement que la ligne, elle est très pointillée à tout égard. Et ce monsieur-là, en fait, même plus loin dans le rapport, ce qu'on constate, c'est que même sa problématique au niveau de la consommation de la médication n'avait jamais été captée par le réseau, alors que c'est un monsieur qui avait été hospitalisé à de nombreuses occasions. Et il y avait les policiers communautaires qui intervenaient régulièrement auprès de lui. Il y avait les soutiens à domicile. On a laissé la RPA tenter d'interagir. Par la suite, le fils tentait d'aider son père. Mais tous les gens qui tentaient de porter de l'aide ou apporter un certain soutien se retrouvaient toujours à faire leur propre constat. Donc, on perd de l'efficience à ce moment-là quand chacun doit refaire ses mêmes essais-erreurs, alors que si on avait eu, entre autres, une meilleure coordination, une meilleure transmission de l'information qui est pertinente eu égard à la situation de M. Gawet, à ce moment-là, on est capable rapidement de faire une intervention qui est beaucoup plus pointue. Aussi, dans le cas de M. Gawet, ce que j'aimerais peut-être souligner, puis je le constate aussi dans d'autres dossiers, c'est qu'il y a des personnes à travers son parcours de vie qui ont une importance significative pour lui. Dans ce cas-ci, il y avait entre autres un policier qui a eu l'occasion de croiser régulièrement M. Gawet durant plusieurs années. Et probablement que l'intervention du soutien à domicile aurait été beaucoup plus percutant si on avait identifié la personne significative pour M. Gawet et que cette personne-là soit présente lors des premières interventions pour s'assurer effectivement d'établir rapidement un lien de confiance. Parce qu'il faut comprendre que M. Gawet, comme d'autres résidents, n'ont pas eu un parcours où ils se sont sentis soutenus par la société. C'est un monsieur qui avait eu une problématique, il avait été blessé par arme à feu. Il n'a pas été reconnu comme une victime d'actes criminels. Donc, sa confiance vis-à-vis le système avait déjà été ébranlée par le passé. C'est lui-même qui a fait de l'automédication pour gérer ses douleurs chroniques. Donc, c'est un monsieur qui a vécu un parcours de vie qui est quand même difficile et il a réussi à s'en sortir par lui-même. Donc, c'est sûr que d'arriver avec tout d'un coup un soutien à domicile alors qu'il avait très peu eu de soutien au cours de sa vie, c'est un changement. Je pense pas qu'on peut arriver à un niveau de confiance suffisant pour établir cette relation-là à la base au niveau du soutien à domicile sans que ça soit une personne de confiance ou une personne significative pour lui. Ça peut être un membre de la famille, mais dans ce cas-ci, c'était un policier communautaire. Et est-ce qu'une approche où les RPA joueraient un rôle un peu plus central est envisageable dans ce type de cas? Moi, je pense que oui, tout à fait, puisque le réseau de la santé peut faire certaines interventions, mais M. Gawet habitait en résidence. Donc, le parcours quotidien, l'accompagnement quotidien pouvait être fait par la RPA. Et si effectivement il y avait des problématiques, on devait informer le réseau de la santé pour les faire intervenir. Mais cette intervention-là, lorsqu'on interpelle le réseau de la santé, il faut comprendre que les RPA ont souvent travaillé sur plusieurs aspects avant d'interpeller le réseau de la santé. Mais il faut une réactivité. Puis dans ce cas-ci, il n'y a eu aucune réactivité de la part du réseau de la santé. Donc, la RPA se trouvait confrontée à une situation où monsieur ne recevait pas les services, mais également, il n'y avait pas de réactivité. Fait que je pense que si le réseau se tourne vers des gens qui souvent ont développé une relation de confiance avec ces résidents-là puisqu'on les accompagne au quotidien, ils ont également la capacité avec leur personnel de rendre des services de qualité. Ils sont également plus près, une proximité.
Puis comme la réglementation fait en sorte qu'il y a une présence minimale qui doit être faite, ben on se retrouve pas à risque de bris de service de la part du réseau qui offre le soutien à domicile parce qu'on a un membre du personnel qui n'est pas rentré ou parce qu'on est en pénurie du côté du réseau de la santé. Mais comme la RPA est déjà pourvue bien au niveau des employés, bien entendu, on a une capacité à offrir ce service-là, à l'offrir de manière avec qualité, avec sécurité et en continuité avec ce que la résidence offre déjà. Parce que c'est un des enjeux, c'est qu'on se retrouve, lorsque la personne est en RPA, quand il y a un dossier au niveau du soutien à domicile, on se retrouve finalement avec 2 dossiers. Un dans le réseau public et un au niveau de la RPA. Et ces dossiers-là, actuellement, ne se communiquent pas. Ils ne communiquent pas, oui. Et donc, si je comprends bien, les bénéfices seraient autant pour les aînés, pour les résidents, que pour le réseau public, si on arrivait à améliorer cette collaboration. Oui, parce qu'en fait, je pense que chaque intervention amènerait une amélioration déjà des conditions au niveau des résidents, au niveau de l'offre des services aux résidents, mais également, ça permettrait que ça soit beaucoup plus efficient en termes de gestion de dossiers et en termes de continuum. Et comme on est dans une ère où on est assez limité en termes de ressources, que ce soit humaines, que ce soit financières, au niveau de la prestation de soins, ben on doit s'assurer qu'à toutes les fois qu'on pose une action, qu'elle soit la plus porteuse et la plus efficiente. Donc, si on double toujours les interventions, ben je pense qu'il y a une inefficacité. Et ajoutons à ça que là, c'est une situation. Mais dans le réseau des résidences, il y a plusieurs. Il y a des centaines de milliers. En fait, il y a près de 200 000 personnes presque qui y résident. Donc, on se retrouve pour ces 200 000 clients-là potentiels et du réseau de la santé et des RPA à doubler les interventions, doubler les dossiers. Des fois, il y a des petits accrochages où il y a des délais entre que le dossier passe d'un à l'autre. Donc, imaginez si on permet, en fait, d'améliorer, d'accroître cette performance-là, bien, il y a un effet de masse qui fait en sorte qu'on peut avoir un impact important en termes de prestations de services dans le réseau de la santé. Est-ce qu'on a participé à plusieurs missions d'études? Est-ce que c'est des idées qu'on doit, par exemple, aller chercher à l'étranger et essayer de les implanter ici? Ou est-ce qu'on doit juste simplifier, on va dire, nos processus ici au Québec? Et moi, je pense que les deux. OK. Pourquoi? Ben parce que, premièrement, d'aller à l'extérieur du pays, ça nous donne des idées des fois différentes sur, entre autres, le mode de financement au niveau de l'offre des services, sur comment la prestation est rendue auprès des résidents, sur le mode d'organisation même du système de santé au niveau de la province, au niveau des villes. Est-ce que ici les villes pourraient avoir une partie prenante pour l'accès aux soins de première ligne? Peut-être. Je pense que l'inspiration d'autres pays qui, eux aussi, ont vécu les mêmes défis ou des défis similaires, ça nous permet d'avoir des exemples concrets de réussite de ce changement-là et également apprendre des bons coups et des moins bons coups de leur système. Donc, ça nous permet d'améliorer plus efficacement notre système. Puis de l'autre côté, bien, on le sait, avec l'arrivée de Santé Québec, avec toute la réforme qu'on tente de mettre de l'avant, entre autres avec le ministre Dubé, bien, on doit effectivement maximiser, revoir nos processus parce qu'au fur et à mesure que le système de santé s'est accru, qu'il y a une croissance dans le réseau de la santé, bien, on n'a pas nécessairement revu les différents processus. Donc, on est rendu, on l'appelle souvent comme ça, là, le paquebot. On est rendu avec un énorme paquebot. Et là, il est temps effectivement de rebrasser un peu les cartes, réanalyser comment on fait les choses, comment on peut mieux faire les choses, comment nos investissements peuvent peut-être aller plus loin en termes de prestations de services. Et ça, en fait, c'est pour l'ensemble des citoyens, pour s'assurer effectivement qu'autant de l'enfance jusqu'à nos aînés, que chaque personne puisse recevoir les services de manière équitable. Et là, à l'heure actuelle, de ne pas revoir nos processus, la façon de fonctionner, on a un système qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'il pourrait coûter
Mais comme on a une certaine limitation au niveau des ressources financières, ça fait en sorte qu'on doit prendre des décisions. Et dans ces décisions-là, bien, on doit couper certains services. Et on y va un peu selon ce qui est le plus nécessaire ou le plus urgent. Mais par exemple, en termes de prévention, il y a très peu de sommes d'argent qui sont investies en termes de prévention. Mais si on n'a pas la prévention qui est adéquate, bien, le coût en termes de curatif va être beaucoup plus important. La même chose si on n'a pas l'ensemble du soutien au niveau, par exemple, de la santé mentale, au niveau des enfants, au niveau des adolescents. Bien, c'est ces gens-là qui vont un jour pouvoir dispenser des services, intégrer notre société comme travailleurs. Donc, on vient se créer d'autres défis de société auxquels on devra y répondre, mais avec la même limitation de ressources. Donc, on doit effectivement prendre un peu d'envol, en fait, pour constater comment fonctionne notre système, s'assurer que le financement est aux bons endroits et qu'il y a une répartition, en fait, équitable au niveau de l'ensemble de la population puis de l'ensemble des besoins. Et on arrive donc tout doucement au bout de l'entrevue. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu souhaiterais passer, que ce soit aux gestionnaires ou encore aux décideurs qui vont nous écouter? Bien, je pense que c'est, en fait, au niveau des décideurs, je pense qu'on peut travailler en collaboration, en co-construction avec les différents prestataires pour revoir, organiser. Je pense qu'on est à l'étape où on doit imaginer comment on peut faire mieux dans le système de santé. Et je pense qu'on n'est plus à l'étape, maintenant en 2025, de le faire par uniquement les politiques publiques, puisqu'on sait que les prestataires qui vont pouvoir y être en mesure de dispenser les services, il y a aussi des prestataires qui sont communautaires, que ce soit au niveau des ESSAD, que ce soit au niveau, dans ce cas-ci, des résidences privées. Donc, on doit travailler avec les différents partenaires pour voir comment, collectivement, on peut améliorer le système de santé. Donc, si j'avais un message envoyé aux décideurs, c'est de travailler avec, en collaboration avec les prestataires, d'établir des ententes également de collaboration, mais aussi construire les programmes, parce que des fois, on reçoit des programmes et là, finalement, quand on veut les mettre en application, ben, l'application devient difficile parce que les programmes, finalement, ne sont pas connectés à la réalité, oui. À la réalité et aux besoins sur le terrain. Mm-hmm. Mais comment on arrive à déployer des sommes importantes, un financement important, qui, une fois qu'il arrive sur le terrain, répond pas aux besoins, répond pas adéquatement, on n'a pas la bonne cible, ou des fois, les critères du programme sont tellement restrictifs que finalement, personne n'y a accès. Bien, pour moi, on a perdu énormément de temps parce que le fait de déployer un programme, d'y réfléchir, de l'attacher avec le budget, des fois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, on a perdu 4 ans pour un programme qui, finalement, ne répond pas aux besoins. Ne convient pas, oui. Donc, on est dans un espace-temps où chaque fois qu'on donne un coup d'épée dans l'eau, ben c'est aussi un impact direct sur les services, puisqu'il y a des gens qui attendent ces services-là. Un grand merci, Maître Myriam Morissette, d'avoir répondu aux questions et à l'invitation des balados du RQRA aujourd'hui. Je rappelle que tu es associée et avocate chez TCJ, Terrien Couture Jolicoeur. Merci, Myriam. Merci, Ahmed.